1, 2, 3, voilà. Merci d'être à l'heure pour cette session 7 de communication libre de santé et médecine tropicale qui sera présentée par Catherine Goujon, qui se présentera elle-même comme présidente de séance et qui introduira donc les orateurs, puisque nous avons 5 communications, dont 2 qui se feront en visioconférence. Voilà, Catherine, je vous laisse la parole. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Goujon, très heureuse et très honorée de présider cette session. Donc, je suis médecin retraité. J'ai travaillé au centre médical de l'Institut Pasteur de Paris, vaccination internationale et conseil aux voyageurs. Je suis maintenant en retraite, mais je continue quelques activités, en particulier au sein de la SFMTSI, dont je suis trésorière. Donc, nous aurons 5 communications pour cette session, de 10 minutes chacune. Et je suis heureuse d'accueillir pour la première session en présentiel, nous aurons 2 oratrices pour le prix d'une, c'est-à-dire Madame Marie Poirot-Fouillé et Madame Élodie Mathieu. Toutes 2 viennent de l'Institut Pasteur de Cayenne pour nous parler des spécificités des usagers d'une consultation hospitalière de médecine tropicale en Amazonie française. Elles ont 10 minutes. Alors, mesdames, je vous laisse la parole. Les questions seront reportées à la fin des communications. Donc, pour que disposer d'assez de temps pour la discussion, je demanderai à chaque intervenant de bien respecter son temps de parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Je suis Élodie, assistante médico-administrative. Je suis accompagnée de Marie, infirmière. Nous sommes du centre hospitalier de Cayenne et nous travaillons à l'unité des maladies infectieuses et tropicales où nous avons préparé notre étude. Donc, à savoir ou pour rappel, la Guyane est un département d'outre-mer. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, la Guyane est un département d'outre-mer situé sur la côte nord de l'Amérique du Sud, séparé avec des frontières naturelles. Donc, à l'ouest, nous avons le Suriname délimité par le fleuve Maroni et à l'est, le Brésil délimité par le fleuve Oyapock. Donc, le département a une superficie de 84 000 km², donc 98% est recouvert de forêts. Le climat y est équatorial et alterne saison sèche et saison des pluies qui représentent à elles seules 7 mois de l'année. Donc, la population vit essentiellement sur le littoral, avec une partie qui vit dans des communes isolées, accessibles par voie fluviale, donc en pirogue ou par avion. Il a été recensé 294 150 habitants et la population en situation irrégulière est estimée à 30 à 60 000 personnes, donc ce qui représente un quart à un tiers de la population. Une personne sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté et 37% de la population a moins de 16 ans. Donc la population est très jeune. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Donc, notre établissement, le centre hospitalier de Cayenne, est l'établissement de référence en Guyane. Nous avons également le centre hospitalier de l'Ouest guyanais situé à Saint-Laurent et le centre hospitalier de Kourou, ville spatiale. Et donc, du coup, notre établissement est l'établissement de référence en Guyane et accueille 195 personnes en lit d'hospitalisation et il y a également 3000 personnes salariées. Il y a aussi 17 centres délocalisés de prévention et de soins qui sont situés dans les communes justement isolées. Donc, la consultation de notre service, l'unité des maladies infectieuses, reçoit 4250 patients à l'année et qui sont pris en charge par un médecin, une infirmière, un interne et 5 médecins qui viennent faire des vacations en moyenne. Donc, le circuit patient, le patient à son arrivée est accueilli par la secrétaire pour faire l'admission, ce qui lui évite de passer en caisse.
Et ensuite, il est reçu par l'infirmière pour la préconsultation qui fera les actes médicaux, si besoin, sur prescription. Ensuite, le patient est reçu par le médecin. Donc, nous avons aussi au sein de notre service le centre de vaccination international et le centre antirabique. Donc, notre étude avait pour objectif de montrer les spécificités des usagers que nous rencontrons en Amazonie française, à l'hôpital. Et c'est une étude que nous avons réalisée entre le 30 septembre 2021 et le 23 mars 2022. Nous avons proposé un questionnaire aux patients, souvent réalisé par l'infirmière lors de la préconsultation. Nous avons recueilli, après le consentement oral du patient, bien sûr, les données administratives, sociodémographiques et cliniques de chaque personne. La durée des échanges était en moyenne de 5 à 10 minutes. Il n'y avait pas de critères d'inclusion particuliers. Et nous avons interrogé 100 patients sur cette période. Donc, ils avaient un âge médian de 50,3 ans. 80% d'entre eux vivaient à Cayenne et ses communes environnantes. Aucun ne venait de communes isolées. Donc, pour la majorité des patients, ils étaient d'origine haïtienne à 34%, suivi par le Guyana pour 26% d'entre eux et 13% étaient d'origine brésilienne. 64% des patients interrogés n'étaient pas nés en France. Le brassage est important avec des cultures variées, des croyances diverses et des histoires de vie complexes. Le niveau d'études, quant à lui, était assez faible, puisque nous avions 20% de personnes qui n'avaient pas été scolarisées. 29% d'entre eux avaient un niveau collège et 26% niveau lycée. Également, 26% d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire le français et 15% ne savaient ni lire et écrire dans leur langue maternelle. Donc, les langues sont très nombreuses en Guyane. Nous avons 10% de personnes qui parlaient exclusivement le créole guyanais notamment. 7% d'entre eux parlaient exclusivement l'anglais, 5% le portugais et 2% le créole haïtien. Donc, le cumul de ces deux facteurs, donc le niveau d'études et la langue, entraîne régulièrement un niveau de compréhension difficile. Mais ce qui ressort malgré tout, c'est que ces patients, généralement, parlent plusieurs langues depuis leur enfance. 54% d'entre eux parlaient 2 langues et 26% 3 langues. Quoi qu'il en soit, cela implique de la part du personnel de faire appel aux ressources à disposition. Donc le personnel paramédical parle souvent plusieurs langues. Moi-même, j'ai la possibilité de communiquer avec eux en créole guyanais et haïtien, anglais, brésilien, je fais bien la distinction entre le brésilien et le portugais, et dominicain, toujours distinction entre dominicain et espagnol. Donc nous avons aussi quelques médecins, la plupart des médecins parlent l'anglais et l'espagnol. Nous avons un médecin qui parle également, qui a appris le chinois, et un médecin qui parle arabe. Donc dans ce contexte, nous comprenons l'utilité d'apprendre les mots-clés dans notre spécialité, d'utiliser le langage corporel et les applications à disposition. Donc on fait souvent appel au téléphone. La prise en charge demande de prendre du temps dans les explications, de reprendre les informations données par le médecin après la consultation médicale et de faire aussi souvent que possible participer l'entourage. Donc je te passe la suite, Marie. Les ressources financières sont un facteur essentiel qui va conditionner la présentation des patients à leur consultation et qui va conditionner aussi leur observance. Si 42% d'entre eux avaient une activité régulière rémunérée, nous avions 22% qui étaient inactifs et 15% qui vivaient de petits jobs non déclarés. À côté de cela, on avait 17% qui étaient en retraite et 4% qui étaient étudiants.
De ce fait, les logements sont d'une grande disparité en Guyane, avec une partie importante qui vit dans des logements précaires, puisqu'on avait 17% d'entre eux qui étaient hébergés par un tiers, 9% qui vivaient dans des sous-locations, donc des locations pas déclarées, et on avait un patient qui vivait en squat. On a tenu à en parler parce que ce n'est pas du tout une situation exceptionnelle en Guyane. Sur l'ensemble des logements, 10% n'avaient pas accès à l'eau et 8% pas accès à l'électricité. Concernant les moyens de transport, on l'a vu tout à l'heure avec Élodie, la saison des pluies dure environ 7 mois dans l'année et quand les pluies tombent, elles sont diluviennes. L'impact va être important sur l'assiduité des patients à venir à leur rendez-vous et sur leurs horaires d'arrivée. 56% d'entre eux sont tributaires du temps de par leurs moyens de locomotion, puisqu'ils viennent soit à pied, soit en 2 roues, soit en bus, sachant que le réseau des bus en Guyane est très peu fiable. Soit ils viennent en autostop ou en taxi collectif. Donc on aura avec ces facteurs-là 18% qui vont arriver très en avance, c'est-à-dire plus d'1 heure d'avance sur le rendez-vous. Mais on a régulièrement des patients qui arrivent le matin pour des rendez-vous seulement l'après-midi. À l'inverse, 17% sont en retard et on aura une partie importante de nos patients qui ne se présenteront pas du tout à la consultation. Très peu vont nous avertir à l'avance. Lors de l'étude que nous avons faite, sur les 3239 patients qui étaient attendus, 1003 ne se sont pas présentés. La prise en charge sociale et la régularisation administrative sont des parcours qui sont complexes pour nos patients et qui sont chronophages. 14% d'entre eux avaient une carte de résident, 13% un titre de séjour, 3% étaient demandeurs d'asile et on en avait 11% qui n'avaient aucun titre. Cela va entraîner une prise en charge sociale souvent précaire, avec 37% qui auront la CMU, 10% l'AME et 7% qui vont utiliser les bons passes, la permanence d'accès aux soins de santé. Les pathologies qui sont prises en charge en consultation humide sont très variées. On ne reviendra pas sur le détail de tout ce qui est accueilli, mais l'essentiel de nos patients viennent en fait dans le cadre d'un suivi chronique pour le VIH. On avait aussi encore pas mal de Covid-19 puisqu'on était encore en période d'épidémie. Et la plupart sont adressés dans le cadre de post-hospitalisation et de post-urgence. La pharmacopée traditionnelle est très importante en Guyane. C'est 64% de nos patients qui y avaient recours. On va donc être obligé de le prendre en considération quand il y aura des traitements qui vont être prescrits pour l'acceptation des traitements et puis pour éventuellement gérer les interactions. Lors de la réalisation de ce travail, nous étions dans un contexte Covid, comme on l'a vu précédemment, avec toute la défiance et la réticence au système de soins dont Loïc Eppelboin a parlé ce matin. Il faut donc, pour cette étude, il nous a fallu prendre bien le temps pour les mettre en confiance et les rassurer, d'autant qu'à cela s'ajoutait leur crainte pour la plupart de nos patients de ne pas être capables de comprendre les questions et de ne pas bien y répondre. C'était pour ça que c'était important d'utiliser un questionnaire en lien avec l'infirmière. Quoi qu'il en soit, dès qu'on a eu les échanges qui ont commencé, par contre, il y a eu beaucoup de débordements, on a eu du mal quand même à tenir les 5-10 minutes qui étaient prévues. Les biais de sélection qu'on a rencontrés sont de l'ordre de la charge de travail, du moment de la journée, de l'état général des patients et puis également de leur capacité à comprendre et à répondre aux questions. En conclusion, plus que la spécificité des pathologies qui sont prises en charge en consultation humide à l'hôpital de Cayenne, ce qui ressort dans cette enquête, c'est une grande précarité de la population avec un niveau socio-éducatif qui est faible et qui entraîne des difficultés supplémentaires pour nos patients et demande aux équipes des capacités d'adaptation, des capacités de mobilisation des ressources personnelles, de la tolérance et du temps. Chaque poste de la consultation exige des soignants de la vigilance parce que toute situation peut à tout moment complètement désorganiser la consultation. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il en est ressorti également, c'était que malgré toutes ces difficultés et ces contraintes, nos patients ont fait montre de beaucoup de disponibilité. Ils étaient même plutôt fiers de participer à cette étude et ils étaient quand même heureux d'inverser pour une fois le rapport avec nous. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Mais on va maintenant passer à la communication suivante. Donc, la prochaine est Madame Abibatou Idé, que nous allons avoir en
chez les enfants de 0 à 15 ans au Niger. J'ai peut-être demandé à Mme Alibatou l'idée de se présenter, de se situer dans son activité professionnelle, si elle nous entend. Elle a 10 minutes également. Merci, merci Madame la Présidente. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. On vous voit aussi. D'accord. Donc, je suis médecin pédiatre, je suis épidémiologiste. Je travaille au Centre de recherche médicale et sanitaire du Niger. Donc, nous avons fait une première étude sur les enfants en milieu hospitalier. Nous avons eu des cas, mais ce n'était pas assez suffisant pour faire des analyses poussées. Donc, on a essayé de voir dans la pratique, en consultation pédiatrique, est-ce qu'il y a des cas de COVID qui nous échappent? Donc, on a eu jusqu'à 15 cas qui, si on n'avait pas fait les tests, allaient passer soit comme un palu ou une grippe ou bien de la dengue. Donc, cette étude, nous ne l'avons pas encore Je vous interromps un instant. Est-ce que vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît, madame? D'accord. OK. Donc, je m'en vais pour présenter notre travail sur les facteurs associés au COVID-19 chez les enfants de 0 à 15 ans au Niger en 2020. Pour cela, nous allons adapter le plan suivant. Donc, une épidémie de coronavirus est apparue en Chine en 2019 et s'est propagée. On n'a toujours pas l'écran. On n'a toujours pas votre écran, madame. Oui, l'écran n'est pas partagé, mon colonel. Colonel. Oui, c'est vrai. Merci, mon général. Voilà. Sinon, on peut peut-être le passer en direct ici et vous nous donnez les tops pour passer les diapositives suivantes. Si vous n'arrivez pas à partager votre écran, c'est bon. Voilà, parfait, merci. C'est bon, merci. Donc, nous allons vous présenter notre travail sur les facteurs associés au COVID-19 chez les enfants de 0 à 15 ans en 2020. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Il y avait eu une épidémie en 2019 à Paris, en Chine, qui s'est propagée à l'échelle mondiale. Le SARS-CoV-2 était en cause et se transmet par gouttelette respiratoire et contact étroit. Le 21 décembre 2021, il y avait plus de 228 millions de cas confirmés, avec plus de 4 millions de décès. Les études en Chine à Wuhan ont montré que la majorité des cas sont des hommes adultes et leur moyenne d'âge était de 55,5 ans. Néanmoins, nous avons eu des études en pédiatrie qui ont été publiées, qui ont souligné le caractère clinique moins agressif chez les enfants par rapport aux adultes. L'âge variait de 1,5 mois à 17 ans, avec des contacts avec des cas infectés au sein des familles, avec une prédominance masculine. Les enfants avec des comorbidités étaient les plus vulnérables et les moins de 1 an aussi étaient les plus touchés par les formes sévères. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, la prévalence était de 2,4% chez les moins de 18 ans en Chine, 1,5% chez les moins de 19 ans en France et 1,7% chez les moins de 18 ans aux États-Unis. En Afrique, à la date du 29 septembre 2020, près de 1,5 million. On avait plus de 1,5 million de cas confirmés et plus de 35 000 décès signalés dans 55 pays. Au Niger, à la même période, les enfants de moins de 16 ans représentaient 4,7% des cas positifs. Le Niger, à l'instar des autres pays, n'était pas assez préparé pour contenir une épidémie. Les vaccins étaient peu disponibles et c'est seuls les adultes qui avaient droit à la vaccination et les mesures de distanciation sociale étaient difficilement applicables à cause de la culture et de la précarité dans laquelle vivaient les populations. Les enfants constituent une source de contamination, d'où le but de cette étude qui est de déterminer les facteurs associés au COVID-19 chez les enfants afin de contribuer au contrôle de la maladie au Niger. Nous nous sommes fixés des objectifs pour mener cette étude. L'objectif général était d'étudier les facteurs associés au COVID-19 chez les enfants de 0 à 15 ans. Un objectif spécifique de décrire les caractéristiques socio-démographiques, de décrire les caractéristiques cliniques et biologiques et enfin de déterminer les principaux facteurs associés au COVID-19.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons adapté la méthodologie suivante. Le cadre de l'étude est le Niger, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, où les enfants de moins de 15 ans représentent plus de 50% de la population générale. Le champ de l'étude, c'est la direction de la surveillance de la riposte aux épidémies DSRE basée à Niamey, qui se situe au niveau central de la pyramide sanitaire. Elle a pour mission d'assurer la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de l'information sur la surveillance des maladies et l'application du règlement sanitaire international. Notre étude était une étude transversale analytique qui s'étendait sur 6 mois, du 25 février au 28 août 2020. La population d'étude est constituée des enfants de 0 à 15 ans suspects au COVID-19 dont les données se trouvaient dans la base de la direction. Étaient inclus les cas négatifs et positifs inscrits dans la base et nous n'avons pas inclus ceux qui avaient des données manquantes importantes. Notre taille d'échantillon est exhaustive de tous les cas de COVID-19 suspectés et enregistrés dans la base. Nous avons néanmoins calculé la taille minimale de l'échantillon par la formule de choix. Les variables à collecter étaient la variable dépendante, le statut COVID. Les variables indépendantes étaient les caractéristiques socio-démographiques, l'exposition, la notion de voyage, la clinique, le mode de prise en charge et l'évolution. La collecte de données, la base a été extraite des listes linéaires de la DSRE du Niger. Pour la gestion et le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel EpiInfo et Excel. La complétude et l'exactitude ont été vérifiées au préalable. Dans la partie analyse, en descriptif, nous avons calculé des fréquences, proportions moyennes et valeurs extrêmes des variables. En analyse étiologique, l'analyse univariée, la variable dépendante qui est le résultat test COVID binaire a été prédite grâce aux variables indépendantes. L'autre ratio, entouré de l'intervalle de confiance, a permis de mesurer la force du lien. Les variables associées à la survenue du COVID inférieures à 20% ont été incluses dans une régression logistique multivariée pour rechercher les facteurs indépendamment associés au COVID-19 chez l'enfant. Les variables retenues sont ceux qui avaient un p-value inférieur à 0,05. Nous allons à présent vous présenter nos résultats. Un total de 572 cas suspects de COVID ont été enrôlés. Je pensais que j'avais 10 minutes. Parmi les cas suspects, 11% étaient positifs. Au niveau de la... 11% étaient positifs et au niveau de la tendance mensuelle, on avait eu un pic au mois d'avril. Ici, nous voyons qu'il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre le COVID-19 selon l'âge. Par contre, on notait une association selon le sexe. Ici, c'est seule la résidence qui avait un lien. Les antécédents et les comorbidités étaient statistiquement significatifs au COVID-19. Après une analyse univariée, on a vu que les cas, le contact étroit et le cas probable et confirmé sont statistiquement significatifs. Ici, la présence ou non de signes est significativement associée à la survenue de COVID. Donc ici, il n'y avait pas de signes. À l'analyse multivariée, les variables significativement associées au COVID étaient le sexe, la présence de signes ou de symptômes, le contact avec un cas probable ou confirmé. À la partie discussion, nous avons vu que 11% de nos enfants étaient positifs, ce qui a été confirmé un peu dans la littérature. Il y avait un lien entre le sexe et le COVID. Le sexe masculin était prédominant. Cela est probablement dû à une grande mobilité des jeunes garçons par rapport aux jeunes filles. Ça a été rapporté aussi dans la littérature. À part la capitale, il y a une région qui était la plus infectée où transite un grand nombre de migrants, d'où la nécessité de surveiller cette région. Ici, nous avons des comorbidités chez 4,6%. Ça a été... Nous avons eu 21 et 18% dans la littérature. Et au niveau des signes, nous avons la fièvre et la toux qui prédominent et nos résultats sont en adéquation avec les conclusions de plusieurs études.
Nous avons eu un décès, nous avons déploré un décès d'un nourrisson de 9 mois malnutri avec un taux de létalité à 1,5%. Une étude de l'OMS donnait conclure, s'il vous plaît, madame. de 2%. Est-ce que vous pouvez apporter votre conclusion, Donc, s'il vous plaît? En conclusion, nous dirons que la pandémie de COVID-19 représente actuellement un véritable défi. Dans notre étude, les facteurs associés au COVID-19 sont le sexe, la présence de signes ou de symptômes et le contact avec un cas probable ou un cas confirmé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est juste respecter le temps, c'est parfait. Les questions seront, pardonnez-moi. Oui, donc les questions seront reportées, comme je l'ai dit, à la fin de la session. Donc maintenant, je vais donner la parole. Personne ne t'entend, il faut que tu parles dans le micro. Excusez-moi. Oui, donc maintenant, je voudrais arrêter mon engin. Voilà. Donc, je vais donner la parole maintenant à Monsieur Mohamed Cissé, qui est également en visioconférence et qui va nous parler des premiers gestes et itinéraires thérapeutiques des enfants victimes de sténose caustique de l'œsophage, que je n'arrive pas à éteindre, à l'hôpital du Mali. Pardonnez-moi pour ces perturbations. Est-ce que Monsieur Mohamed Cissé est là? Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour. Nous vous voyons, nous vous entendons. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Et nous voyons aussi votre présentation. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots pour nous parler de vous? Sans problème. Je suis docteur Mamadou Cissé. Actuellement, je suis médecin en spécialisation dans le BS2S et diplôme de type spécialité en chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital du Mali, dans le service de notre cher maître, professeur Salou Yena. Merci. Vous avez la parole. OK. Vous entendez? Merci. Voilà. Oui, merci pour la parole. Le thème que nous avons ce matin, c'est premier geste et itinéraire thérapeutique des enfants victimes de sténose caustique de l'œsophage à l'hôpital du Mali. Comme introduction, nous dirons que la sténose caustique de l'œsophage constitue un drame. Ce drame tient entre autres au degré de la malnutrition qu'elle entraîne, aux lésions caustiques associées et au coût de la prise en charge. Il n'existe pas de statistiques fiables du nombre d'injections de caustique rapportées à une population donnée en Afrique, n'avant que des données hospitalières. Et c'est pourquoi, depuis 2012, avec l'effort des acteurs concernés et de nos partenaires, notamment la chaîne de l'espoir, un guide national de prise en charge peut être élaboré. Cela a grandement amélioré la prise en charge. Le présent thème a pour objectif de déterminer les premiers gestes entrepris après l'injection caustique et le parcours thérapeutique des victimes de sténose caustique de l'œsophage de l'enfant dans le service chirurgie thoracique. Il s'agissait d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée en 2 étapes. Une première rétrospective de janvier 2012 à décembre 2017, regroupée 54 patients. Et une deuxième prospective de janvier à décembre 2018, avec 16 patients à l'hôpital du Mali. Tous les patients âgés de moins de 15 ans, pris en charge dans le service de sténose caustique de l'œsophage, ont été inclus. Les données socio-démographiques des victimes ainsi que les conditions d'exposition aux produits caustiques ont été analysées. Comme résultat, nous avons pu colléger au total 70 patients. 70 patients, soit une fréquence hospitalière durant l'étude, soit une fréquence hospitalière de 1,52, une moyenne de 10 enfants par an. L'âge moyen était de 5,8 ans, avec des extrêmes allant de moins d'1 an à 14 ans. Le sexe ratio était de 1,40. Et la fréquence la plus représentée, la tranche d'âge la plus représentée était moins de 2 ans. 6,6%. La circonstance de survenue la plus représentée était de type accidentel dans plus de
95% des cas. Après l'injection de caustique, nous dirons que la majeure partie des victimes, les enfants et leurs parents, ont consulté immédiatement dans une structure de prise en charge, même si dans l'étude, on a recensé des cas où la prise en charge a été différée à d'autres moyens. Alors, immédiatement après l'injection de caustique, ceux qui ont consulté dans les petites structures sanitaires avaient le choix soit de consulter dans une structure moderne, comme ce qui a été la majeure partie des cas, plus de 98% des cas. On a recensé un cas où les parents préféraient consulter dans une structure traditionnelle, ce qui est dominant actuellement en Afrique, ce qui prédomine vraiment en Afrique, certainement dû au manque de communication dans la prise en charge. Également, après l'injection, immédiatement après l'injection, le premier geste entrepris par les parents a été de faire boire du lait à l'enfant, plus de 65% des cas. Et dans plus de 90% des cas, le geste consistait soit à faire vomir l'enfant ou à donner quelque chose à boire à l'enfant, peut-être de l'eau, du lait, de l'huile, j'en passe. Et seuls moins de 10% n'ont eu aucun geste. Alors, la conduite à tenir après l'injection, les parents ont consulté dans une structure traditionnelle, dans la structure moderne plutôt, dans une structure moderne. Dans la structure moderne, la conduite à tenir a été, dans la majeure partie des cas, une référence dans une structure encore plus haut et plus performante dans la prise en charge. Mais après avoir initié les premiers soins à l'enfant. Et généralement, dans la majeure partie des cas, soit c'est dû à l'ignorance, soit au manque de communication, même ces soignants retardent parfois la prise en charge de l'enfant pour aucun motif valable. On a constaté dans notre étude qu'avant une prise en charge dans le service, les victimes sont passées par soit 2 centres de soins, 55,7% des cas, 3 centres de soins, 24,8% des cas, jusqu'à 4 centres de soins dans 11,3% des cas. Et la modalité de la prise en charge n'est décrite dans aucun de ces centres. Et les victimes n'ont été vues dans le service que dans un délai moyen de 4 mois après la survenue de l'injection. Comme je l'ai rappelé, c'est surtout dû au manque de communication, soit au niveau de la communauté, et également au manque de formation dans la prise en charge de ces cas au niveau de nos structures périphériques. Même s'ils essaient de faire même s'ils ont des notions dans la prise en charge des sténoses caustiques, des lysophages, les plateaux techniques, dans la majeure partie des cas, généralement, n'y est pas du tout. Ce qui retarde la prise en charge inutilement. À titre de complément d'information, au moment de l'étude, 43 patients étaient déclarés guéris, 15 étaient encore dans le circuit de soins et nous avons enregistré 12 décès. En conclusion, nous dirons que l'injection caustique chez un enfant constitue une extrême urgence médico-chirurgicale. Dans notre communauté, les premiers gestes en cas d'injection de produits caustiques sont largement dominés par les attitudes traditionnelles ancestrales qui aggravent et retardent les prises en charge adéquates. Les victimes fréquentent plusieurs structures de soins avant d'arriver dans le service. Sur la base de ces données, un guide national de prise en charge des injections de produits corrosifs ont pu être élaborés. Et de nos jours, nous constatons de plus en plus une inversion des attitudes constatées lors de l'étude, due certainement aux campagnes menées sur la communication pour un changement de comportement et auprès des ménages et également la formation des agents de santé, comme recommandé par le guide national. Et enfin, je dirais en perspective, nous ambitionnons créer un centre communautaire intégré de prise en charge pas dans le cadre des soins, mais surtout en termes d'orientation, de conseils, de formation de ces injections de produits caustiques chez l'enfant au Mali, et qui sera basé sur l'application du guide national. Madame la Présidente, honorables invités, nous vous remercions pour votre
aimable attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très intéressante et pour le respect parfait du temps de parole. Je vais maintenant donner la parole à quelqu'un qui est en présentiel, qui est le docteur Oumar Bassoum, qui va nous parler des déterminants de la couverture vaccinale complète chez les enfants âgés de 12 à 23 mois dans le district sanitaire de Podor au Sénégal. Vous avez 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Je m'appelle Oumar Bassoum. Je suis titulaire d'un doctorat en pharmacie, d'un master en santé publique et d'un doctorat en santé publique. Je suis actuellement enseignant-chercheur à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'étude suivante. Elle s'intitule « Étude des déterminants de la couverture vaccinale complète chez les enfants âgés de 12 à 23 mois dans le district sanitaire de Podor au Sénégal ». La vaccination est reconnue comme une des plus belles découvertes de la médecine moderne puisqu'elle a permis d'éviter 2 à 3 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans chaque année. Et il est même établi que la vaccination est indispensable à l'atteinte de 14 des 17 objectifs de développement durable. C'est conscient de l'importance de la vaccination que l'Organisation mondiale de la santé a mis en place le programme élargi de vaccination et a élaboré un indicateur de performance, à savoir la couverture vaccinale complète, a instruit tous les États membres à avoir leur PEV. C'est pour cela que le Sénégal aussi, en 1979, a mis en place son programme élargi de vaccination. Et vous voyez ici le calendrier du PEV au niveau du Sénégal. Plusieurs antigènes sont administrés aux enfants dès la naissance, n'est-ce pas, avec le BCG, et ça se termine avec le vaccin contre les infections dues au virus du papillome humain. Mais nous allons juste nous intéresser ici aux vaccins de base, c'est-à-dire ceux qui sont administrés dès la première année de vie. Alors au Sénégal, la couverture vaccinale est évaluée de façon générale dans le cadre des enquêtes démographiques et de santé. Et la dernière en date a montré que cette couverture vaccinale complète était estimée à 77%. Mais cette donnée est une donnée nationale. L'insuffisance est qu'il n'y a pas de données au niveau infranational. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés à un district sanitaire, n'est-ce pas, qui se caractérise par sa nature quand même quasi rurale, d'accord, et son inaccessibilité dans certaines zones. Alors, l'objectif de notre étude est d'identifier les déterminants de la couverture vaccinale complète chez les enfants âgés de 12 à 23 mois dans le district sanitaire de Podor. Le district sanitaire de Podor est situé au nord du Sénégal, dans la région de Saint-Louis, à 490 km de Dakar. En 2020, sa population était estimée à 247 891 habitants. Et il est établi que 45% de cette population, de la population du district sanitaire de Podor, habite à une structure sanitaire par rapport à une distance qui est supérieure à 5 km. Donc il y a un problème d'inaccessibilité déjà qui se pose. Et dans l'ensemble du district, on a dénombré 39 établissements de santé, à savoir des postes de santé et des centres de santé. Nous avons mené une étude transversale à visée analytique auprès de 832 enfants âgés de 12 à 23 mois. Il s'agissait donc d'un sondage en grappe stratifié à 2 degrés. Nous avons utilisé un questionnaire électronique sur des tablettes et smartphones et 25 enquêteurs avaient collecté les données. Cette étude a eu une approbation éthique du comité d'éthique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, les sources de données étaient les suivantes. La déclaration de la mère et la fiche de santé conservée à domicile. S'il y avait des informations manquantes, on se rendait à l'établissement de santé fréquenté par l'enfant pour compléter celle-ci.
La variable dépendante, c'est la couverture vaccinale complète qui était dichotomisée en oui et non. Oui, il s'agissait d'un cas d'enfant qui a reçu une dose de BCG, 3 doses de Penta, 3 doses de VPO et une dose de RR. D'accord, rougeole, rubéole. Non, il s'agissait d'un cas d'enfant qui n'a reçu aucune dose ou a manqué au moins une dose parmi les 8 doses requises. Les variables indépendantes, c'était les caractéristiques socio-démographiques, les connaissances du programme élargi de vaccination. Nous avons réalisé une analyse descriptive et une analyse multivariée, à savoir une régression logistique. Les analyses étaient pondérées, telles que l'OMS l'a recommandé. Alors, concernant les résultats, la plupart des enfants étaient nés, n'est-ce pas, de mères âgées de 20 à 29 ans. La plupart aussi des enfants étaient nés de mères non scolarisées. D'accord, pratiquement près de 55% des enfants étaient nés de mères non scolarisées et 31,2% des enfants étaient nés à domicile, pour vous montrer qu'il s'agissait donc d'un phénomène quand même très préoccupant dans ce district. Concernant donc la couverture vaccinale par antigène, là nous avons montré qu'elle se situe à 95% pour le BCG, à 95% aussi pour le VPO, et c'est pratiquement les mêmes, dans les mêmes proportions pour l'ensemble des antigènes. Mais quand il s'agissait de la couverture vaccinale complète, elle se situait à 88,9%. C'est-à-dire ici, il n'y a que 88,9% des enfants qui ont reçu l'ensemble des vaccins de base. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même supérieur à l'indicateur au niveau national. Alors, concernant les déterminants, nous avons trouvé que les enfants dont les mères étaient satisfaites des services de vaccination avaient 2 fois plus de chances de recevoir tous les vaccins de base. Il s'agissait de même pour les enfants qui avaient une fiche de santé conservée à domicile. Il peut s'agir donc d'un carnet de santé mère-enfant. Au Sénégal, il s'agit d'un carnet de santé mère-enfant. Dans d'autres contrées, c'est un carnet de vaccination. Nous avons également constaté que les enfants dont les mères ont utilisé les services de consultation prénatale pour au moins 4 fois avaient plus de chances de recevoir tous les vaccins de base durant leur première année de vie. Et autre résultat intéressant, c'est que les enfants qui ont été pesés immédiatement après la naissance avaient plus de chances également de recevoir tous les vaccins de base durant leur première année de vie. Et ici, l'autre ratio était multiplié par 4,8. Recommandation. Aux femmes enceintes, mères, respectez le calendrier des consultations prénatales, puisque nous avons trouvé que l'utilisation des services prénatals était favorable à la complétude vaccinale. Respectez le calendrier du PEV. Aux prestataires de santé, il faut veiller à la satisfaction des usagers des services de vaccination, n'est-ce pas? Il faut se concentrer sur l'accueil, l'horaire, la propreté des lieux, n'est-ce pas, la distance, la disponibilité, entre autres. Fournir des soins postnatals, puisque nous avons trouvé que le fait d'être pesé immédiatement après la naissance était associé, n'est-ce pas, à cette complétude vaccinale. Cela suppose qu'au moment de peser l'enfant, le prestataire a pris le soin de conseiller à la mère que l'enfant devrait recevoir des vaccins. Sensibiliser sur le PEV lors des soins pré- et postnatals, distribuer les fiches de santé conservées à domicile et informer à la mère l'importance de les conserver correctement. Notifier l'information vaccinale sur les fiches de santé conservées à domicile. Aux décideurs politiques, former les prestataires de santé sur les techniques de communication, accueil, améliorer l'accessibilité géographique des services de vaccination en zone rurale. En conclusion, cette étude a montré que la couverture vaccinale complète dans le district sanitaire de Podor est satisfaisante, même si on n'a pas atteint le seuil programmatique qui est de 90%. Ce n'est pas grave. L'utilisation des services de vaccination dépend en grande partie du système de santé. Les perspectives, mener une étude qualitative pour comprendre pourquoi des enfants ne bénéficient pas de tous les vaccins de base. Pour en savoir plus sur la méthodologie, nous vous invitons à
aller sur PubMed si vous voulez pour voir nos 2 papiers qui expliquent en détail la méthodologie que nous avons utilisée. Je remercie le Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant qui a facilité ce voyage. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur, cette présentation très, très concrète et qui donne des données très pratiques qui pourront être mises en application. Je vais donc maintenant appeler la dernière intervenante de la session, qui est Madame Rachel Audrey Nayang Mundo, qui va nous présenter l'évaluation de la résistance de VIH aux antirétroviraux chez des patients en suppression virale au Cameroun. Madame, vous avez la parole pour 10 minutes. Non, c'est parfait. Alors, merci docteur de m'avoir passé la parole. Je suis Nayang Mundo, virologue au centre de référence Chantal Biya au Cameroun, où nous avons mené l'étude intitulée « Évaluation de la résistance du VIH aux antirétroviraux chez les patients en suppression virale au Cameroun ». Alors, la prévalence du VIH est passée en 20 ans au Cameroun de 5,5% à 2,7%. Ceci est dû à l'instauration de la trithérapie hautement active gratuite qui a été à l'origine d'une baisse considérable de la mortalité et de la morbidité liée au VIH. Cependant, le passage à l'échelle du traitement antirétroviral est lié à un grand risque de pharmacorésistance, un grand défi contre le succès thérapeutique. Rappelons que l'objectif du traitement antirétroviral est une virémie indétectable continue associée à des résultats cliniques et immunologiques durables. Alors, le taux de suppression virale au Cameroun en 2021 était de 22,9%. Et nous avons comme objectif au Cameroun aussi d'entrer dans les 3,95 de l'OMS. Et pour ça, nous voulons atteindre 95% des patients en suppression virale. Si la définition de l'échec virologique dans les pays du Nord est évaluée comme étant une charge virale, l'incapacité d'atteindre une charge virale à moins de 200 copies par millilitre de plasma, elle est dans les pays du Sud comme au Cameroun. Le fait d'avoir une charge virale inférieure à 1000 copies par millilitre de plasma, ceci suggère qu'avec 1000 copies par millilitre de plasma au Cameroun, vous êtes considéré comme étant en succès thérapeutique. Pourtant, de nombreuses études nous montrent que à des charges virales à ce niveau, nous avons une accumulation des mutations de résistance, ce qui va compromettre les choix thérapeutiques ultérieurs des patients et aussi ce qui va être à l'origine d'un grand rebond viral. Alors, l'objectif de notre étude était de déterminer l'effectivité du séquençage et le profil génotypique de la résistance chez les patients en suppression virale au Cameroun. Pour ce faire, nous avons mené une étude transversale et analytique au centre de référence Chantal Biya, qui est le seul centre qui réalise les tests de génotypage pour le VIH au Cameroun. Et ça, c'est pour tout le Cameroun. Et c'était au laboratoire de virologie de janvier 2020 à août 2021. Alors, notre étude a été faite en deux vagues. Là, je vous présente la première partie, celle qui a été menée de janvier 2020 à août 2021. Nous avons eu un échantillonnage consécutif de convenance avec les patients en suppression virale au Cameroun, donc avec une charge virale inférieure à 1000 copies par millilitre de plasma. Et ces patients, nous avons exclu les patients qui étaient sous dolutegravir parce que nous comptons faire une étude avec le dolutegravir de façon indépendante. Une valeur P inférieure à 0,05 a été considérée comme statistiquement significative et nous avons obtenu une clairance éthique et des autorisations administratives pour mener notre étude. Alors, le génotypage a été fait par la méthode de Sanger, suivant un protocole homemade. Les résultats. Déjà, nous rappelons que notre étude a été menée quand le Covid était à son début au Cameroun, quand les Camerounais acceptaient le Covid. Donc, nous recevions beaucoup moins de patients pour les tests de génotypage. Et aussi, ceux qui étaient en suppression virale au début, nous nous sommes rendus compte au moment de l'étude qu'ils ont eu un grand rebond viral, dont nous n'avons enrôlé que 160 patients, desquels nous n'avons gardé que 132.
Et de nos 160 patients, nous avions une médiane d'âge de 43 ans, un sexe ratio femme sur homme de 2,2, une durée moyenne sous traitement de 116 semaines, une médiane de virémie de 192 copies par millilitre de plasma. Les patients étaient principalement sous première ligne thérapeutique. Ça, c'était hors air, sans le dolutegravir, et provenaient principalement de la zone urbaine. Alors, ces résultats vont en ligne avec la plupart des études menées au Cameroun qui nous montrent la difficulté des hommes par rapport aux femmes à évoluer vers la suppression virale et aussi la difficulté des adolescents et des enfants à évoluer vers la suppression virale. Et aussi, comme je vous ai dit, le centre de recherche Chantal Biya est situé dans la capitale politique du Cameroun. Donc, nous enrôlons beaucoup plus les patients venant de la zone urbaine. Parce que dans la zone rurale, la plupart des traitants ne sont même pas encore formés à comment transporter les échantillons vers le laboratoire. Donc, des 132 patients que nous avons enrôlés, nous avons eu un taux de réussite du génotypage avec le protocole OMMED de 29%. Ça veut dire que sur les 132 patients, 38 ont pu être séquencés et le séquençage était plus effectif chez les patients ayant une virémie supérieure ou égale à 200 copies par millilitre de plasma. Donc, il y avait une association statistiquement significative entre le génotypage et la virémie. Dont nous avons aussi obtenu un taux de résistance globale de 92%. C'est-à-dire, sur les 38 patients que nous avons séquencés, 35 avaient au moins une mutation majeure associée à la résistance, malgré le fait qu'ils sont censés être en suppression virale. Et par classe d'ARV, nous avons obtenu comme mutation les plus prévalentes chez les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, la K103N, chez les nucléosidiques, la M184V, et chez les inhibiteurs de la protéase, la M46I. En ce qui concerne la diversité génétique, nous avions dans cette étude 6 sous-types viraux avec le CRF02AG qui est le plus prédominant au Cameroun, qui était majoritairement observé. Concernant les molécules qui étaient encore optimales dans notre population d'études, nous avons remarqué dans la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse un taux de résistance plus élevé dans la classe dans les molécules efavirenz et nevirapine, et un taux de susceptibilité chez les travirines. Dans la classe des inhibiteurs de la protéase, la plupart des molécules étant encore sensibles de par leur forte barrière génétique. Et dans la classe des nucléosidiques, nous avions la lamivudine qui était très résistante parce qu'au Cameroun, tous les protocoles thérapeutiques ont la lamivudine. Ce qui veut dire que la plupart des patients, les résistances à la lamivudine nous permettent de voir si les patients sont observants ou pas. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que malgré la suppression virale, le seuil de virémie que nous utilisons pour définir la suppression virale au Cameroun, nous avons toujours une accumulation des mutations de résistance, surtout chez les patients avec des charges virales supérieures à 200 copies par millilitre de plasma, avec un taux de pharmacorésistance très élevé dans les classes des inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Et quand on rentre ici, on se rend compte que pour le taux de susceptibilité virale chez les patients en suppression virale de l'étude, 5 ans, plus de la moitié, presque la moitié était sous protocole thérapeutique sous-optimal malgré la suppression virale. Alors, en perspective, nous nous proposons de faire un plaidoyer pour revoir à la baisse le seuil de virémie définissant la suppression virale au Cameroun afin de préserver les choix thérapeutiques des patients, de permettre une meilleure prise en charge de ceux-ci. Et nous nous proposons aussi de développer une surveillance programmatique chez les patients du fait qu'au Cameroun, nous soyons en santé publique. Donc, nous sommes obligés d'évoluer avec les programmes. Le cas par cas est difficile, déjà à cause des moyens dont nous avons à notre disposition pour prendre en charge les patients vivant avec le VIH au Cameroun. Et nous nous proposons aussi d'évaluer le seuil de virémie pour la surveillance de la résistance pour le TLD. Nous ne saurons terminer sans remercier le Centre international de référence Chantal Biya, le ministère de la Santé publique du Cameroun, le Comité national de lutte contre le sida, Actualité Faro, qui nous aura permis de présenter nos résultats, l'Université protestante d'Afrique centrale et les patients vivant avec le VIH au Cameroun. Merci.
Merci, madame, pour cette belle présentation. Donc, grâce aux efforts de chacun, eh bien, nous avons encore un peu de temps pour les questions. Je prends les différents intervenants. J'espère que ceux qui sont en visioconférence nous entendent toujours, ils sont toujours là. Donc, une question, Frédéric? Pardon, madame. Excusez. Merci, madame la présidente. Je suis le docteur Diallo Madiou, exerçant au Gabon. J'ai une question concernant la présentation sur le programme élargi de vaccination à Podor, au Sénégal. Sauf si j'ai mal vu, je n'ai pas remarqué la fièvre jaune dans le protocole du PEV, qui se fait dans la plupart des pays africains en 9 mois. Rougeole, fièvre jaune combinée. Mais là, j'ai plutôt vu rougeole, rubéole. Qu'est-ce qui motive le choix du vaccin de la rubéole dans le PEV au niveau du Sénégal? Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre question. En fait, le vaccin contre la fièvre jaune fait bel et bien partie du calendrier de vaccination. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour la première année de vie, on considère 5 contacts. À la naissance pour le BCG, à la 6e semaine pour le Penta 1 et VPO 1, 10e semaine Penta 2, VPO 2, 14e semaine Penta 3, VPO 3 et au 9e mois de vie, le vaccin RR1, rougeole et rubéole. Donc on ne considère pas le vaccin contre la fièvre jaune comme un vaccin de base au Sénégal, en tout cas pour le programme élargi de vaccination. C'est pour cela que nous ne l'avons pas considéré ici dans nos calculs, si j'ai bien compris votre question. Merci, je ne voulais pas intervenir, mais je suis obligé d'intervenir. En tant qu'ancien médecin des grandes endémies et médecin-chef du district de Podor, responsable de la vaccination, la fièvre jaune fait partie du programme élargi de vaccination. C'est très important, pratiquement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a très peu de pays en Afrique de l'Est où ce n'est pas encore dans le programme et on est en train de pousser pour l'intégrer parce que cette année, on a l'incidence la plus élevée de fièvre jaune en Afrique depuis plus de 20 ans. Donc c'est un vrai problème. Et à Podor, on m'attend déjà en 1997, 1996, on faisait des campagnes de rattrapage pour intégrer les populations qui n'avaient pas encore été vaccinées. Merci. Merci. Madame. Bonjour, je suis docteur Safietou Thiam. Je viens du Sénégal. Je suis la directrice du Conseil national de lutte contre le sida. Et donc, naturellement, ma question est pour Mundo Nayang. Vous avez parlé du taux de suppression virale au Cameroun qui est de 22%. Et ce qui m'amène à me poser la question de savoir quelle est la couverture en charge virale au Cameroun. C'est ça qui nous permettra peut-être de valider ce taux de 22%, mais je pense que ça doit être plus. Et je voudrais également savoir où est-ce que vous en êtes avec la transition au dolutegravir. Merci. Merci, docteur, pour la question. Déjà, par rapport au dolutegravir, le dolutegravir est totalement implémenté au Cameroun actuellement. Nous n'avons pas encore commencé avec le dolutegravir pédiatrique, mais c'est en cours. D'ici avant la fin de l'année, le dolutegravir pédiatrique sera aussi utilisé au Cameroun. Mais déjà, il est en première ligne et en troisième ligne de traitement antirétroviral au Cameroun, le dolutegravir, depuis 2022. Concernant la charge virale, le centre de référence Chantal Biya fait les charges virales gratuitement au Cameroun, comme la plupart des établissements publics. Et nous faisons, je vais dire quoi? Là, c'est une estimation, nous faisons environ 70% des charges virales au Cameroun. Donc, nous avons, on va dire, une évaluation, nous pouvons facilement évaluer. Mais ce résultat que vous avez vu de 22,9% vient du Comité national de lutte contre le sida du Cameroun. Ce tableau a été pris dans une présentation du docteur Edip Temgwa du Comité national de lutte contre le sida. Pour le Comité national de lutte contre le sida camerounais, nous sommes à 22,9%. Donc...
Frédéric Sorge, groupe de pédiatrie tropicale, la Société française de pédiatrie. J'ai une question pour le ou la colonel Idé Amadou concernant le Covid chez l'enfant. Est-ce que vous avez intégré les syndromes post-infectieux, c'est-à-dire post-Covid, et en particulier concernant celui qui est décédé? Merci. Donc, nous avons analysé la base de données. On n'avait pas toutes les informations dont on avait besoin. Et le nourrisson qui est décédé, on l'avait reçu en consultation en pédiatrie, parce que je consulte des fois aussi en pédiatrie. Donc, c'était un nourrisson dont la mère avait le Covid, qui était décédé. Ils l'ont su après le décès, donc l'enfant est rentré en famille et quand les parents ont su, ils ne voulaient plus toucher l'enfant. Donc, du coup, l'enfant est devenu un malnutri. Ils l'ont ramené, mais malheureusement, nous l'avons perdu au cours de l'hospitalisation. Donc, il n'y a pas eu un suivi des enfants en post-Covid. Mais je pense qu'avec ces études, nous allons essayer de faire ce suivi-là. Donc, il n'y a pas eu d'études, à part ces 2 études que nous avons menées au niveau des enfants sur le Covid. Merci. Une question. Ok, merci. Je suis Sangaré Baba, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en Côte d'Ivoire. Ma question s'adresse à ma sœur du Cameroun. La question de la rétention dans les soins et de l'éducation thérapeutique ne pouvait-elle pas améliorer le taux de suppression de la charge virale? Donc, vous n'avez pas évoqué. Merci. Je n'ai pas bien compris votre question, s'il vous plaît. Concernant la rétention dans les soins et la question de l'éducation thérapeutique, est-ce que ces éléments ne pouvaient pas vous aider à améliorer le taux de suppression de la charge virale chez le patient PVIH? Alors, merci. Exactement, ça pourrait nous aider, ça nous aide même. Là, c'était les résultats en 2021. Là, en 2021, le Covid a eu beaucoup d'effets négatifs sur la prise en charge du VIH au Cameroun parce que déjà, nous avons eu une pénurie de médicaments. Nous ne pouvions plus... Beaucoup de patients, beaucoup de services de prise en charge des patients vivant avec le VIH étaient fermés. Donc, c'était les résultats avant. Comme je vous ai dit, quand nous sommes revenus en 2022, nous nous sommes rendus compte que les patients qui étaient supprimés avant le Covid ont eu un rebond viral pendant la période de Covid. C'est pour cela que le taux de suppression virale a de façon drastique baissé au Cameroun. Mais sinon, nous avons un programme d'appui psychosocial aux patients vivant avec le VIH, surtout aux adolescents, aux enfants et aux personnes âgées, aux personnes vulnérables en général. Encore une question là-bas, là, monsieur. Merci au docteur Bass. Oui, moi je suis Bourama Kouriba, je suis du Mali, faculté de pharmacie. Je voudrais savoir, docteur Bassou, vous avez dit que le fait de peser l'enfant à la naissance est un déterminant d'une amélioration de la couverture vaccinale. Je voudrais savoir en quoi cela peut consister. Merci beaucoup. En fait, nous avons pensé que tout prestataire qui est conscient de l'importance de la pesée immédiatement après la naissance pourrait être conscient aussi de l'importance de donner des conseils sur la nécessité du respect du calendrier vaccinal. Voilà, parce que c'est des soins vraiment essentiels, la pesée, et il y a certains prestataires vraiment qui ne le font pas du tout. Donc très certainement, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de ces soins qui doivent être apportés au nouveau-né. Et par conséquent, on ne pourrait pas donner des conseils sur la vaccination à la mère. Voilà, c'est pour cela. Donc, nous avons pensé que c'est au moment de la pesée que ce prestataire, très conscient donc, de ces interventions, a pu donner des conseils vraiment sur le respect du calendrier vaccinal. Merci beaucoup pour votre question. Question là, Patrick Imbert. Merci. Oui, bonjour. Ma question s'adresse au docteur Cissé, que je remercie pour son intervention qui m'a rappelé des bien mauvais souvenirs quand j'étais chef du service de pédiatrie de l'hôpital principal à Dakar, à savoir les sténoses caustiques. Et je ne crois pas qu'il ait parlé de ses premiers gestes, des premiers gestes effectués dans son centre de référence
Et j'aimerais savoir quels premiers gestes ils effectuent chez ces enfants. Est-ce qu'il y a des protocoles de corticoïdes? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prises? Merci. Merci pour la parole. Effectivement, dans notre service, initialement, nous étions axés sur les complications de l'injection de produits caustiques, notamment la sténose caustique. Donc, ce n'était pas surtout les premiers gestes après l'injection de produits caustiques. Quasiment maintenant, même actuellement dans notre service, nous nous intéressons, nous sommes un service de chirurgie, nous nous intéressons uniquement à la complication, la phase de complication. C'est-à-dire lorsque la sténose caustique de l'œsophage s'est installée. Maintenant, la phase de brûlure, nous le confions généralement au pédiatre qui assure la réanimation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Alors, encore une dernière question? Oui, non, personne? Personne? Donc, Catherine, je te laisse conclure pour cette session. Écoutez, merci. Je pense que c'était une session très intéressante, très variée. Hein, beaucoup de problèmes et d'aspects différents de la santé en médecine tropicale dans les pays tropicaux. Nous avons beaucoup appris grâce à vous. Et maintenant, eh bien, c'est le président de la SFNTSI qui va procéder à la remise des prix. Je vais lui laisser la place.